Chiasso. Chiasso sous la pression des migrants. Ceux qui partent ne doivent plus revenir. Et puis il faut accroître, que dis-je, diminuer notre attractivité. La fermeture des frontières est une impasse, un afflux de migrants sans précédent. Madame, Monsieur, ces titres ont ponctué votre été. Et du côté de la sécheresse de vos pelouses, vous avez vu défiler des images. Des images que nous ne vous montrerons pas ce matin. Parce qu'il ne s'agit pas, avec le thème de notre forum, de faire du sensationnalisme. Nous laisser peut-être atteindre par l'émotion, oui, mais pas davantage. Nous voulons, bien au contraire, essayer de comprendre, essayer de savoir, essayer de deviner quelles solutions nous pouvons apporter à cette problématique. Ces flux migratoires, au nom presque vacancier, la mer Égée, Mare Nostrum, Lampedusa, Lesbos, Kos, ces flux migratoires sont-ils, avec un point d'interrogation, un reflux sécuritaire pour notre pays? Sommes-nous en danger? Risquons-nous quelque chose? Voilà un petit peu ce que nous voulons débattre ce matin. Nous voulons le faire avec dignité, nous voulons le faire dans le respect des opinions de chacun, nous voulons le faire avec tolérance. Tolérance, un mot qui convient à ces lieux, puisque nous sommes ici au cœur du Collège de l'Abbaye, au cœur de l'Abbaye de Saint-Maurice, qui vient de terminer l'année de son 1500e anniversaire. C'était aussi pour notre forum l'occasion de lui jeter un petit coup d'œil, un petit clin d'œil comme ça, depuis le grand frère, si sur le rocher. Voilà la raison de notre présence ici. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Bienvenue à votre forum, le 9e Forum Sécurité Chablais. Je vous salue chacune et chacun en vos titres et en vos fonctions. J'adresse cependant un salut tout particulier à la délégation de la Fédération suisse des fonctionnaires de police, emmenée par son président Jean-Marc Widmer. Je salue très respectueusement aussi Monseigneur Jean Scartuella, le prieur de l'abbaye. Je salue le chanoine Alexandre Inaïchen qui, du haut du balcon, avec les classes de 4e du collège, nous font le plaisir de leur présence. Eh bien, écoutez, vous pouvez vous applaudir, non ? Je salue les représentants de la Vaudoise qui nous apportent son soutien. Je salue également des amis de toujours et des parrains de demain. C'est la commune de Champéry et le Geneva Center for Security Policy et son directeur, M. Ducet. Madame, Monsieur, l'Académie, depuis 11 ans maintenant, forme des aspirants de police. Cette académie est portée depuis 11 ans par les cantons du Valais, de Vaud et les communes vaudoises, et demain, elle le sera encore par la République et canton de Genève. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir et le grand honneur de saluer parmi nous les 3 conseillers d'État, les 3 magistrats en charge de la sécurité, qui vont tour à tour s'exprimer. 2 en ouverture, 1 en clôture. Je vais donc, dans un premier temps, donner la parole à Madame la conseillère d'État Béatrice Métrault, puis au conseiller d'État Oscar Freisinger, après quoi je reprendrai la parole pour la suite de notre forum. Je vous invite, Madame la conseillère, pour votre message de bienvenue.
Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, chers élèves, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce 9e Forum Sécurité Chablais. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de vous apporter le message du Conseil d'État vaudois. Ce type d'événement revêt à mes yeux une très grande importance. Nous sommes dans une société connectée, où l'information circule à une vitesse impressionnante et où les décisions doivent être prises souvent en quelques minutes. Donc il me semble essentiel parfois de prendre le temps de s'arrêter. S'arrêter pour réfléchir, échanger, étudier, apprendre. S'arrêter pour se donner le temps d'appréhender une problématique complexe, aux multiples facettes, et surtout dépasser les idées reçues. C'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui, et je m'en réjouis vraiment. Nous avons choisi d'aborder un thème d'une actualité brûlante. M. Piller l'a rappelé. Cette actualité nous occupe depuis plusieurs mois et donne bien des cheveux gris aux décideurs politiques que nous sommes. Je veux parler des flux migratoires qui voient des centaines de milliers de personnes frapper à la porte de l'Europe. Ce sont aujourd'hui principalement des Syriens qui fuient la guerre ou la misère des camps de réfugiés turcs ou libanais. Mais il est illusoire de penser qu'une fois le conflit syrien résolu, les mouvements migratoires se tariront. Le réchauffement climatique commence à se faire sentir ses effets désastreux dans certaines régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne, où la désertification avale chaque année des milliards d'hectares de zones cultivables, ou en Asie du Sud-Est, là où des typhons d'une violence jusqu'ici inconnue ravagent périodiquement les côtes. Il y a donc fort à parier que la prochaine vague migratoire sera le fruit amer de ces changements climatiques et qu'elle sera difficile. Le terme de réfugié climatique commence d'ailleurs à être évoqué de manière de plus en plus récurrente. Plus généralement, la prospérité et la liberté qui règnent en Europe constituent un attrait indéniable pour les populations de pays où règne misère, corruption, autoritarisme. Qu'on le veuille ou non, mesdames et messieurs, nous allons être confrontés pendant longtemps encore à d'importants flux migratoires. Et nous avons pour devoir, en tant qu'autorité politique, d'apporter des réponses adéquates à cette nouvelle donne. Des réponses sécuritaires, bien entendu. C'est d'elles dont nous allons avant tout discuter aujourd'hui. Sécurité et migration sont des thèmes liés, et les décisions en la matière, plus ou moins judicieuses, plus ou moins proportionnées, ces décisions ont été nombreuses depuis le début de la crise migratoire. Plusieurs pays de l'espace Schengen ont décidé de réintroduire des contrôles à leurs frontières. Forces de police et parfois forces armées ont été mobilisées dans plusieurs régions, jouant un rôle tant humanitaire que de contrôle ou de dissuasion. Chez nous, en Suisse, les cantons ont ouvert des abris de protection civile pour loger les requérants d'asile, et le canton d'Argovie a même utilisé pour ce faire des tentes militaires mises à disposition par le département fédéral de la Défense. L'arrivée d'un nombre très important de migrants dans certaines régions d'Europe a ravivé certaines craintes dans une partie de la population, cette partie de population qui redoute notamment une hausse de la criminalité. Nous devons répondre à ces craintes de manière proportionnée en évitant angélisme comme réaction démesurée. Dans le canton de Vaud, par exemple, le Conseil d'État a pris des mesures pour renforcer la chaîne pénale, mais aussi pour l'accueil des migrants. Au demeurant, l'Académie de police de Savatan, qui n'a de cesse d'adapter sa formation aux réalités du terrain, est un formidable instrument dans ce contexte. Les policiers d'aujourd'hui, de demain, doivent être préparés à cette nouvelle donne et disposer des outils adéquats pour y répondre, qu'ils soient outils théoriques ou pratiques. Il est également urgent de mettre sur le terrain davantage de gardes-frontières. Les cantons ont à plusieurs reprises formulé cette demande à la Confédération et nous attendons vraiment cette réponse positive. Nous attendons d'être entendus par la Confédération. Au-delà de ces ajustements nécessaires, il me semble essentiel de ne pas oublier deux choses. Premièrement,
Il est illusoire de vouloir arrêter les flux migratoires en se protégeant avec des barrières ou des fils barbelés. Je donnerai un exemple. La frontière entre les États-Unis et le Mexique a beau être parsemée de barrières et de moyens de contrôle sophistiqués, elle a été franchie par des millions de migrants en quête d'une vie tout simplement meilleure. Deuxièmement, comme nous l'apprend la sociologie, ce n'est pas la nationalité d'une personne qui est cause de comportements criminogènes, mais plutôt son niveau d'éducation, son niveau d'intégration dans la société et ses conditions économiques. Si les migrants sont statistiquement plus susceptibles de commettre des délits, c'est que des jeunes hommes sont surreprésentés parmi eux. Ils sont moins instruits, moins intégrés que nos citoyens. On ne peut donc pas faire l'impasse de la question de l'intégration quand on parle de migration et de sécurité. C'est une des réponses à ce problème. J'aimerais vous citer, mesdames et messieurs, un passage du discours que lit notre président du Conseil d'État à chaque cérémonie de naturalisation. Notre pays s'est construit au fil des siècles par une volonté de faire vivre dans la concordance des femmes et des hommes appartenant à des cultures, des langues et des religions différentes. La Suisse existe parce que ses habitants ont toujours essayé de se comprendre. Elle continuera à exister tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui suivront la même ligne de conduite. Il m'apparaissait utile d'avoir toujours ces mots en tête lorsque l'on parle d'immigration et d'intégration. Des milliers de personnes vont continuer à affluer vers l'Europe ces prochaines années. Nous pourrons en arrêter certains, en dissuader d'autres, en renvoyer, mais une partie plus ou moins importante d'entre eux finira par s'installer ici. Si nous les accueillons, si nous leur donnons des perspectives d'avenir tout en exigeant le respect des lois et de l'ordre constitutionnel, l'intégration pourra se faire. Nos lois, je tiens à le souligner, sont faites pour être respectées par toutes et tous, indépendamment de l'âge, du statut, de la nationalité. L'intégration dans une société ne s'effectue par ailleurs pas en un jour, et l'afflux massif de migrants pose vraiment des problèmes concrets à très court terme, auxquels nous devons répondre avec des solutions précises et adéquates. Sans politique de développement et d'intégration exigeante qui déploient leurs effets sur le long terme, je crains que nous rencontrions des problèmes qui ne peuvent pas être réglés tout simplement par un durcissement des lois ou l'augmentation de nos effectifs policiers. Nous ne saurions par ailleurs résoudre seuls cette question. C'est une action commune et concrète et sans angélisme de tous les partenaires européens qui est aujourd'hui nécessaire si nous voulons apporter des solutions. Puissent donc aujourd'hui nos discussions être riches, animées, nous donner des idées à nous, décideurs. C'est de l'avenir même de nos sociétés dont il est question. J'aimerais conclure en remerciant les organisateurs de ce 9e forum Sécurité du Chablais, en vous remerciant d'être présents et en vous souhaitant à toutes et tous d'excellents débats. Merci pour votre attention. Merci, madame. Nous enchaînons avec le mot de bienvenue de monsieur le conseiller d'État Oskar Freisinger, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Citation vaudoise. Vénérable parterre de personnalités soucieuses de sécurité publique. Avec Béatrice à mes côtés, je me sens un peu comme Virgile traversant les enfers de Dante. Oui, plus de risque de se brûler les pattes lorsqu'on traverse l'enfer en métro. Ça, c'est juste pour la fine bouche au début, vous n'avez pas vu le reste. Attendez 2 secondes. Et pour changer un peu le cours des choses, le tandem infernal que nous formons a décidé aujourd'hui de vous proposer des interventions introductives à contre-emploi. Béatrice, qui passe son temps, c'est bien connu, à faire des plaisanteries douteuses, a été chargée de la partie sérieuse,
Et moi qui suis connu pour être un type sérieux, pondéré et mesuré, on m'a chargé d'assurer la partie humoristique de cette introduction. Alors voilà. Chers auditeurs, lorsque je vois ce qui se passe en Union européenne actuellement, moi j'ai plutôt envie de pleurer. On critique Orban parce qu'il applique à la lettre les accords de Schengen, Dublin, et on félicite Angela Merkel qui déclare tout de go que les 10 accords de Schengen-Dublin sont morts. Il fallait pourtant pas être gynécologue en 2005 pour savoir qu'ils étaient même morts-nés. Mais passons. Alors au lieu de pleurer sur la libre circulation des mafias européennes, l'insécurité grandissante, la violence urbaine endémique, le regroupement familial djihadiste et autres réjouissances qui polluent la vieille Europe, je vais me pencher sur une question migratoire ô combien plus complexe et difficile que je dois gérer au quotidien. Je veux parler des flux migratoires entre le canton du Valais et le canton de Vaud. C'est ça le vrai problème sécuritaire. Les millions de requérants submergeant l'Allemagne actuellement sont des peanuts en comparaison avec l'immigration en masse du fendant dans les bouteilles de Saint-Saphorin. C'est un exode affligeant qui menace les vins vaudois d'un terrorisme viticole dont les effets risquent de mettre à mal durablement Via Sicura et le 0,5 pour 1000 sur les routes vaudoises. Conscientes du danger, les autorités du canton voisin ont décidé, il y a quelque temps, d'endiguer ce flux viticole douteux et menaçant pour la sécurité des gosiers par une guerre des bouchons aux alentours du tunnel de Glion. En créant un goulot d'étranglement, ils tentent de sauver le chasselas autochtone, pauvre pendant du Fendin. Mais la menace ne s'arrête pas là. Non. Non content de polluer les vins vaudois par la qualité des vins valaisans, nombre d'habitants du vieux pays traversent la frontière nationale à B pour venir y piller les stocks de cocaïne, d'héroïne et pire, de cannabis AOC issus des plantations indigènes florissantes du Gros de Vaud. Grâce à la FAREAS, coopérative internationale de vente en détail et en gros bien connue, les Valaisans peuvent facilement acheter en pleine pour s'en retourner consommer sur l'Alpe l'herbe fraîche importée qu'ils donnent parfois brouter à leurs vaches pour qu'elles se battent mieux. Tout ça en criant mort aux vaches. Résultat, la neige valaisanne, on l'a sous les spatules, la vaudoise, on l'a dans le nez. Face à la gravité de la situation, les autorités valaisannes ont réagi à leur tour. Elles ont décidé de mettre des résidences secondaires à disposition de tous les requérants d'asile vaudois, fuyant la jungle lausannoise et menacés par la consommation de Saint-Saphorin non mélangé à du fendant. Des résidences secondaires évidemment subventionnées par Franz Weber et parrainées par ProNatura. Mieux que ça, afin de compenser la fuite des degrés Huxley, et donc des cerveaux, vers le canton de Vaud, le Valais a décidé d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers vaudois. Le meilleur exemple d'une intégration réussie est à ce jour Jean-Luc Ador, élu au Conseil national en protestant tout le temps dans un pays catholique. Les Corses, eux, ça fait longtemps qu'ils jouissent de la naturalisation facilitée en Valais, car ils sont génétiquement valaisans. Pour le loup, c'est plus compliqué. Cependant, pour faciliter son intégration, on a décidé lui aussi de le naturaliser. Depuis, il fait le bonheur des musées d'histoire naturelle. Grâce à tout ça, des équilibres ont fini par se créer entre Vaudois et Valaisans, même si leurs cultures sont aussi éloignées l'une de l'autre que le kebab et le hamburger ou, allez, le papé vaudois et la raclette. Afin de donner une chance au futur et de cohabiter pacifiquement, les deux groupes ethniques, vaudois et valaisans, ont décidé de créer une sorte de checkpoint Charlie avec garde partagée à Savatan. De là, ils gèrent en commun leur sécurité réciproque, voient venir de loin les flux migratoires, dont celui des Genevois, qu'ils vont intelligemment intégrer dans des containers. Veillant de concert à ce que les vagues sur le lac Léman ne dépassent pas la hauteur réglementaire, que le jet d'eau de Genève puisse toujours servir de rince-bouche aux grandes gueules, et que l'arc lémanique ne soit pas trop tendu, ils scrutent l'horizon au cri de « Allah, Perrault !» Et oui, chers amis, notre police est destinée à sauver le monde, mais pas tout de suite, parce qu'il y a l'apéro avant. Voilà, j'espère avoir décrispé vos zygomatiques et préparé votre psyché aux analyses catastrophistes qui vont suivre. Comme quoi, le rire est réellement l'expression suprême du désespoir.
Je vous souhaite un bon forum et vous prie d'attacher vos ceintures afin de pouvoir vous désespérer en toute sécurité. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon forum. C'est bon? Que doit faire, Madame, Monsieur, un modérateur après une allocution comme celle que vous venez d'entendre? Nous enchaînons. Je vous donne en 2 mots le déroulement de notre matinée. Nous allons vous offrir maintenant quelques éclairages autour de la problématique. Nous ferons ensuite une pause d'un bon quart d'heure, vaudois, après quoi nous inviterons encore d'autres personnalités à rejoindre la table du forum pour la seconde partie et la discussion. Le premier éclairage, Madame, Monsieur, c'est un défi technique. C'est une surprise aussi. Je vais me tourner du côté de la régie pour savoir, oui, nous l'avons. Madame, Monsieur, le garçon qui s'affiche derrière moi est né à Bienne, il est d'origine roumaine. À l'âge de 14 ans, il est animateur de radio à Canal 3. Il est depuis 2007 journaliste-producteur à la radio-télévision suisse. Et en octobre dernier, Nicolae Schiaou a suivi le chemin de migrants depuis la Turquie jusqu'en Allemagne. C'était des carnets de route que peut-être l'un ou l'autre d'entre vous ont entendus sous le nom de Exil, avec un S. Nicolae Schiaou est en liaison Skype depuis quelque part dans le monde et il va, avec moi, vous raconter son périple. Ce sera son témoignage. Ce sera le premier éclairage de notre forum. Nicolae, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Nicolae, le chemin que vous avez pris est parti de Turquie. Dans quelles conditions, Nicolae? Dans quelles conditions elles étaient? Voilà, je suis parti de Kilis, c'est en Anatolie du sud-est. Mon but était de vraiment pouvoir faire le chemin avec des migrants, des candidats en tout cas à la traversée, à partir du point zéro, c'est-à-dire la frontière, dès les premières minutes où ils arrivent en Turquie. Bien évidemment, ça aurait été encore plus idéal de pouvoir aller en Syrie, mais pour des conditions tout simplement logiques, j'allais pas aller jusqu'en Syrie. Donc voilà, il y a plusieurs postes frontières, il y a Suruç, il y a Reliani. Moi, j'ai choisi Kilis. Kilis pour 2 raisons. La première, c'est que c'est pas très loin de Gaziantep, et donc d'un aéroport, c'était facile d'accès. Et la deuxième, et c'est surtout celle-ci, c'est que Kilis, c'est une ville de 90 000 habitants, 90 000 Turcs pour 100 000 Syriens qui vivent là dans des camps, dans des containers. Et donc, je voulais voir ce que l'on peut voir, parce que bien évidemment, c'est très difficile d'accéder dans ces camps. Ils sont gérés par l'État turc. Mais je voulais accompagner des migrants depuis cet endroit-là jusqu'en Allemagne. Vous avez rapidement, avec les migrants que vous aviez choisi d'accompagner, gagné Istanbul. Istanbul, c'est un peu l'empire des passeurs, non? Oui, c'est un des 3 hubs, effectivement, des passeurs, avec une place qui s'appelle Aksaray, qui est assez spectaculaire parce que vous êtes en plein cœur d'Istanbul et vous voyez des gens attendre, par exemple, que les passeurs viennent les chercher avec leurs gilets de sauvetage, des gilets orange, vert fluo. Et donc, ces scènes assez étranges, des familles, des enfants qui jouent, des parents qui attendent, des passeurs qui font leur business. Et tout ça, voilà, vu de tout le monde, à Aksaray. Donc, et effectivement, les gens partent de là en camionnette et vont directement sur la côte. Ça, c'est un des hubs. Il y en a 2 autres. Il y a Bodrum, très connu également, et Izmir.
C'est d'ailleurs là l'autre endroit où je suis allé, moi, par la suite. Depuis Istanbul, la prochaine étape du voyage, Nicolas, ce sera Athènes. Oui, avec quand même une petite frayeur au milieu pour les migrants, puisqu'il s'agit de traverser la mer Égée. Il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir, dans le fond, partir de Turquie et aller jusqu'en Occident. Paraît-il, alors je ne l'ai pas vu, mais il se dit qu'il y a une voie aérienne. Ça coûte 10 000 euros. Donc, ce ne sont que les plus fortunés, les extrêmement fortunés carrément, qui peuvent se payer cela. Sinon, il y a la voie terrestre. Vous pouvez quitter la Turquie pour la Grèce ou la Bulgarie et ça coûte 2500 euros. C'est particulièrement risqué. Et la plus connue, bien évidemment, c'est la voie maritime avec ses différentes liaisons possibles, soit sur l'île de Kos, soit sur l'île de Lesbos. Faut savoir que c'est environ 1000-1100 euros pour traverser dans des bateaux qui sont... on a vu les images, donc il n'y a même pas besoin de trop rentrer dans les détails. Je n'ai pas pris ce bateau-là. En l'occurrence, moi, j'ai payé une voie normale et ça coûte 25 euros. Depuis Athènes, vous avez continué votre périple du côté du nord et ce sera la traversée de la Macédoine, puis la Serbie, la Croatie, dans des conditions lesquelles dites-nous brièvement. En bus, alors, en train? Brièvement. Alors, à partir d'Athènes, vous avez un réseau qui se met en marche où des bus vous emmènent directement à la frontière. Ça coûte 35 euros. En Macédoine, vous prenez un train dans des conditions que je peux juste dire épouvantables, qualifiant même d'inhumaines. Là, ça vous coûte 25 euros. Vous arrivez en Serbie, rebelote, vous prenez un bus, ça vous coûte 35 euros. Et à partir de la Croatie, les migrants ne payent plus. Mais vous ne faites que, en fait, passer d'un bus ou d'un train à l'autre en Croatie. À partir de pourquoi on ne paye pas en Croatie? Parce qu'on est dans une période électorale et qu'on veut montrer que, dans le fond, on gère la situation. Alors, dans mon cas, puisque c'était au mois d'octobre, on a été renvoyé pour la Hongrie. En gros, vous restez sur sol croate, allez, 5 heures. En 5 heures, on vous donne de quoi vous réchauffer, on vous donne des habits, enfin, pas pour moi, bien évidemment, mais pour les migrants, on leur donne des habits et on leur dit, allez, au suivant. Et vous partez direction en Hongrie. Nicolas, vous arrivez en Hongrie où des images assez fortes vous attendent, non? Oui, il faut savoir qu'en Hongrie, c'est le seul moment de tout le trajet où j'ai pas traversé comme les migrants donc dans les mêmes conditions qu'eux. J'ai pas passé illégalement, on va dire, les frontières parce que j'avais juste pas envie d'avoir des ennuis avec la police hongroise, qui est quand même un peu difficile. Donc, je me suis présenté en tant que journaliste. Et effectivement, j'ai vu de l'autre côté, dans le fond, tout le trajet, j'étais avec les migrants. Et là, en tant que journaliste, j'ai vu comment ils sont traités. Et c'est simple, il y avait plus de militaires, quasiment autant que militaires que de migrants. Je dis bien des militaires avec des kalachnikovs dans le dos et des masques de protection. Il y avait des policiers qui étaient là, si jamais, au cas où, et en tout et pour tout, 4 humanitaires de la Croix-Rouge. Et tout le monde marche en file indienne, l'un derrière l'autre, et au pas. Et en fait, on vous met dans un train. Et alors, impossible pour moi de monter dans ce train-là. Mais ensuite, on vous embarque et vous partez direction l'Autriche. L'Autriche, puis l'Allemagne, où vous arriverez au terme de cette première partie de voyage. De quel côté en Allemagne? Alors, dans mon cas, parce qu'il faut quand même que je vous explique, j'étais avec des 6 migrants et je les avais perdus une partie du trajet. Et donc, moi, je partais pour le nord de l'Autriche, à la frontière avec Eggeschalom, en Hongrie. Et en fait, il s'avère qu'ils étaient en bas du Tyrol, à Klagenfurt. Donc, heureusement, j'ai rapidement pu les rejoindre. Et de Klagenfurt, on a continué le trajet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est assez important de comprendre une chose. À partir de l'Autriche, il y a une logistique qui est mise en place et qui est absolument époustouflante. Un exemple, on voulait partir le jeudi. Le jeudi, vous faites la queue pour monter dans des bus. Les bus sont là, ils vous attendent. Or, au moment où vous voulez embarquer dans le bus, les bus partent. Alors, tout le monde retourne dans le camp. Je vais vers les officiels autrichiens, je leur demande qu'est-ce qui se passe. Et ils me disent, eh bien, en fait, en Allemagne, c'est bouchonné. Ça ne sert strictement à rien de vous envoyer là-bas. Donc, vous restez une journée de plus.
Alors vous imaginez la logistique, je sais que vous parlez de flux migratoires, imaginez la logistique que ça demande parce que de l'autre côté, en Autriche, il y a d'autres personnes en Hongrie qui vont arriver en Autriche. Donc il faut gérer tout cela. Le lendemain, finalement, on monte dans ces bus, on part pour Linz en train. De Linz, on arrive à Passau en Allemagne. De Passau, tout le monde se dit « youpi, on est en Allemagne ». Je vois des scènes de liesse, les gens sont heureux parce que pour eux, c'est la destination rêvée, c'est l'Allemagne. Et en fait, non. À Passau, donc en Bavière, on vous met dans un train et là, on nous emmène dans un lieu inconnu qui est en fait à Elzé, tout au nord de l'Allemagne, vers Hanovre. Et de là, c'est important et c'est pour ça que je rentre beaucoup dans ces détails-là. À Elzé, vous arrivez dans un grand camp où tout le monde est trié, où les Afghans sont mis dans un bus, les Syriens et les Irakiens dans un autre. Et ensuite, donc moi, je suivais des Syriens, pardon, et on a été envoyé dans une ville qui s'appelait Nordhorn, un lieu que personne ne connaissait. Les gens ne savaient même pas s'ils étaient au nord ou au sud de l'Allemagne. Mais voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve donc dans la ville de... Oui. Nicolai, peut-être en première conclusion de ce témoignage, il nous intéresserait de savoir, au fond, qui sont ces gens que vous avez accompagnés? Alors, il y avait beaucoup d'Afghans, faut le dire, énormément de familles afghanes. Il y avait des Syriens, énormément, et des Irakiens. Moi, en l'occurrence, puisque j'étais à la frontière avec la Syrie, je voyageais avec des Syriens. Et j'ai voyagé avec 6 jeunes, âgés de 13 ans, le plus jeune, Khaled, qui est parti en Suède rejoindre un oncle. À 24 ans, Youssef, qui était l'aîné de ce groupe. Ils sont tous étudiants et ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir reprendre leurs études. Ils ne savaient vraiment pas où aller. Et pourquoi sont-ils partis? Parce qu'ils ont... L'un d'entre eux, Jamal, qui est étudiant en mathématiques, l'explique très bien. Ils viennent de Raqqa. Raqqa, qui est donc le bastion de l'État islamique. Lorsqu'ils allaient, lui était étudiant à Damas. Lorsqu'il allait à Damas, il se faisait frapper par les agents du gouvernement en le traitant d'espion de l'État islamique. Lorsqu'il revenait voir sa famille à Raqqa, là, il se faisait de nouveau frapper et arrêter par l'État islamique qui le traitait d'espion de Damas. Il a tenu 1 année et cet étudiant en mathématiques a décidé donc en octobre d'arrêter l'université et de partir pour tenter sa chance ailleurs. Une chose, Nicolai, m'a beaucoup frappé dans votre témoignage, c'est finalement le côté aléatoire et le manque d'informations que ces migrants, dont ces migrants disposent tout au long de leur voyage. Vous confirmez? Ah, ça c'est extrêmement important. Je pense que cette question des migrations n'est pas, dans le fond, physique. Certes, c'est difficile, c'est long, on marche, on prend des bus, c'est épuisant, mais c'est surtout épuisant psychologiquement. Et surtout, le manque d'informations. On vous amène d'un point à un point B, on vous dit au point B, il faut aller au point C, vous avez 5 minutes pour partir. Et dans le fond, vous ne savez pas quel est le point C. Chaque fois, vous êtes, alors par moment, il faut le dire, traité comme du bétail. C'était le cas en Macédoine, ça a été le cas étonnamment en Allemagne, mais vous ne savez pas où vous allez. Et les gens, je l'ai vu parce que j'ai vraiment suivi ces jeunes garçons qui voulaient juste étudier, ne savent pas. Et vous voyez la terreur dans les yeux où ils sont là, mais où est-ce que je vais? Je vais en Norvège ou je vais en Allemagne? Ils savent qu'en Allemagne, ils ne vont pas être accueillis à bras ouverts. Ça, ils ont cette information-là. Mais ils cherchent à tout prix un endroit où aller. Et ça m'a frappé, c'est qu'ils ne savent pas où aller et à la dernière seconde, à H-1, ils peuvent encore vous dire « non, je vais en Norvège ». Puis finalement, ils sont restés en Allemagne. Nicolai, que savent-ils de notre pays, de la Suisse? Je pense avoir interviewé 400 personnes. Une seule, je dis bien une seule, un Irakien de Mossoul savait où était la Suisse. Et il a eu cette phrase qu'on a diffusée d'ailleurs sur la première, il a dit « La Suisse doit être un très beau pays, mais ce n'est pas un pays pour des gens comme nous, pour des réfugiés ou des gens comme nous. » C'est mot pour mot sa phrase. Donc, pour vous répondre à votre question, ils n'en savent rien. Ils ne savent même pas, d'habitude, quand je leur dis Switzerland, ils sont là, ils voient ça en Suède, enfin, comme tout le monde, un peu, ils confondent Suède et Suisse et ils ne savent même pas où c'est. Faisons, Nicolai, en guise de conclusion, un saut géographique et dans la préparation que nous avons eue, vous et moi, vous m'avez évoqué Calais.
Calais, et vous avez qualifié Oui. Calais de bombe à retardement. Dites-nous en 2 mots et en conclusion, Nicolai, pourquoi cette bombe? Parce que durant toute la route, l'atmosphère, il faut le dire, est relativement cordiale. Parce que les gens continuent d'avancer avec l'espoir d'atteindre un but. Calais, c'est un peu Endstation. Et vous voyez la Manche, vous savez qu'il y a 35 km à parcourir, mais que c'est quasiment mission impossible. Les conditions dans Calais sont simples, c'est un bidonville. J'étais donc il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien, si ce n'est ces petits restaurants tenus par des Afghans, restaurants illégaux bien évidemment, où les gens se réchauffent. Mais c'est tout. Le seul moment où vraiment je me suis posé des questions, c'est à Calais, parce que j'ai utilisé cette expression de bombe à retardement, parce que le garçon que je suivais et qui est là-bas s'appelle Naïef. C'est un jeune garçon, 20 ans, qui rêve qu'une chose, c'est d'être médecin, comme le reste de sa famille. Et Naïef, franchement, c'est un agneau. Je veux dire, il aime Julio Iglesias et les comédies romantiques indiennes. Et samedi, le soir où je l'ai accompagné pour voir s'il allait réussir à s'agripper à un train, bien évidemment, il n'y est pas arrivé. Il était très frustré. Il a eu cette phrase terrible où il m'a dit « Mais quelle est ma destinée? Est-ce que je dois retourner en Syrie, devenir un terroriste ?» Alors moi, je vous avoue que ça m'a marqué, j'ai rien dit. On a refait le chemin inverse jusqu'au camp. Et puis le lendemain, il ne se souvenait plus de cette histoire. Et c'est là que j'ai eu cette réflexion. Si un garçon comme lui peut dire une phrase pareille, qu'est-ce qu'il en est des 6000 autres qui sont mis au banc de la société, dans ce camp, dans des conditions effroyables, et juste laissés pour compte? Parce qu'il faut le dire, c'est un ghetto. Nicolai, merci infiniment. Le public du Forum Sécurité Chablais, ici, dans le théâtre du Martelet à Saint-Maurice, vous applaudit bien fort. Et merci. Je vous souhaite une bonne continuation de journée là où vous êtes. Merci pour votre témoignage, Nicolai. Au revoir. Au revoir. Merci à Nicolai Schiaou pour son témoignage. Merci à la technique, merci à Skype. Je ne sais pas où c'est, mais c'est à quelque part. C'était le premier éclairage que nous voulions vous proposer, qui n'était pas inscrit sur le programme pour des raisons de surprise. Nous voulions être vraiment sûrs de la liaison avant de vous la promettre. Le deuxième éclairage sera celui de Jacques-Simon Aigli. Alors on connaît le journaliste, on connaît le chroniqueur, on connaît le député genevois, le conseiller national de 1983 à 2007, le président du Parti libéral suisse. On connaît aussi l'ancien président de l'OSE, l'Organisation des Suisses de l'étranger, une organisation que vous avez conduite, M. Aigli, entre 2007 à cet été. Et puis on connaît aussi, peut-être moins, le blogueur Aigli. Et à la mi-septembre, dans un de vos blogs, vous écriviez « L'afflux fou de migrants bouscule toute l'Europe. Des défis. » Et vous concluiez en disant « Du cœur, mais de la lucidité, de l'ouverture, mais de la fermeté, notre vieille Europe saura-t-elle trouver la voie? Nous sommes impatients de vous entendre, d'entendre votre réflexion, votre regard, aussi votre regard comme ancien président de ces Suisses qui, un jour, eux aussi, ont migré. Jacques-Simon Aigli. Mesdames et messieurs, merci pour cette invitation. C'est un peu difficile de prendre la parole après ce moment fort que nous venons de vivre. Mais je vais essayer simplement, avec un petit peu de rigueur, à vous donner 3 éclairages, ou au moins à exprimer 3 réflexions.
La première, en effet, en tant que président de l'Organisation des Suisses de l'étranger, j'ai pu me rendre compte à quel point la migration des Suisses à l'étranger, qu'elle fût, je dirais, idéologique, politique parfois, mais surtout économique, a été un phénomène historique essentiel pour la Suisse. Ce n'est pas, M. Piller, un fribourgeois qui me contredira, puisque, en effet, il y a eu cette fameuse émigration des fribourgeois, avec en plus un subside donné par les autorités fribourgeoises, parce qu'il fallait vraiment qu'un certain nombre de ces fribourgeois allassent, au fond, chercher fortune, disons, à trouver un meilleur sort ailleurs, et plus particulièrement sur le continent américain. Alors évidemment, on se dit, quand on regarde l'histoire, que l'on doit, en tant que Suisse, avoir une très grande compréhension pour la migration et, je dirais, au-delà, pour la mobilité. L'Organisation des Suisses de l'étranger a de plus en plus, durant mes années de présidence, insisté sur ce mot, mobilité. Il y a des Suisses qui vont à l'étranger pour peu de temps, pour des questions d'instruction, de cursus universitaires. Il y en a d'autres qui y vont pour très longtemps et qui s'implantent, et puis ensuite, génération après génération, dans les pays d'accueil. Alors, vous me permettrez, pour vous montrer comment j'ai ressenti la chose, d'évoquer un souvenir récent. Au mois d'août, j'étais encore président de l'Organisation des Suisses de l'étranger. J'ai été invité au Québec pour participer à la fête nationale du 1er août, tout près de Montréal, dans un village, ou plutôt un bourg, qui s'appelle Schouten. Et là, il y avait à peu près 2000 à 3000 Suisses qui fêtaient le 1er août. Alors, plus Suisse, pas possible. J'ai participé, ou en tout cas assisté, aux tirs au petit calibre, naturellement les Corps des Alpes, naturellement un orchestre venu d'Appenzell, et puis, au grand effroi de ma femme, à la lutte à la culotte. Mais tout cela, évidemment, était assez étonnant. Et celui qui avait organisé ma visite, qui faisait partie du Conseil des Suisses de l'étranger, était là depuis à peu près 40 ans. Et alors, cet homme, d'une part, et pour moi, c'est une illustration et une incarnation, il était on ne peut plus rester suisse, et il était en même temps on ne peut plus devenu québécois et canadien. C'était donc, si je puis dire, une conjonction de deux identités qui était parfaitement réussie. Et voilà, au fond, ce premier point, cette première réflexion sur laquelle j'aimerais insister. Oui, la Suisse, les Suisses doivent comprendre le caractère inéluctable de la migration, puisque eux-mêmes l'ont connu ô combien. Mais oui, les Suisses doivent en même temps se rendre compte que dans la plupart des cas, ces Suisses qui sont allés à l'étranger sont restés très suisses, ont cultivé leur tradition, ont cultivé, si je puis dire, leur manière, leur identité helvétique, parfois génération après génération, mais en même temps ont complètement assimilé les valeurs, les habitudes, les manières de vivre, les manières d'être du pays dans lequel ils étaient. Alors j'en arrive maintenant, en effet, à ma deuxième réflexion, qui est la question de l'immigration des étrangers en Suisse. Je commencerai par la même analyse positive. Que serait la Suisse sans les immigrés ? Il y a un livre, par exemple, La Suisse romande au cap du XXe siècle, d'Alfred Berchtold, qui montre d'ailleurs dans le domaine de la culture à quel point nous sommes redevables à tous égards de ces apports étrangers. Et puis après tout, en tant que Genevois, comment pourrais-je oublier Calvin, Théodore de Bèze, toutes ces gens, au fond, qui sont venus, ces personnalités qui sont venues de pays européens voisins et qui nous ont ô combien marqués et qui ont ô combien façonné notre histoire. Seulement voilà, la question de cette immigration qui nous est si nécessaire du point de vue culturel, du point de vue industriel, donc économique, du point de vue artistique, cette immigration, de quelle nature doit-elle être pour qu'elle soit un enrichissement et qu'elle nous soit en quelque sorte profitable ? Eh bien, je pense que cette immigration doit être de même nature que l'émigration des Suisses dans les pays où ils sont implantés. En gros, si je puis dire. Je pense par conséquent
que ça doit être un élément, un apport, un élément constructif et non pas un ferment de dilution. Je vais vous donner un nouvel exemple d'expérience personnelle. J'ai fait partie de la constituante genevoise qui a refait la constitution du canton de Genève. Et à un moment donné, la question était de savoir si on allait apposer à cette constitution un préambule. J'étais de ceux qui voulaient que dans le préambule, on mit que le peuple genevois était conscient de ses racines intellectuelles, humanistes, mais aussi spirituelles. Oh, le tollé de certains dans cette assemblée constituante. Et un collègue, pour lequel par ailleurs j'ai beaucoup d'estime, d'extrême gauche, ancien socialiste, mais devenu d'extrême gauche, a combattu tant qu'il a pu ce préambule, en disant c'est une sorte de provocation, d'appel à la discrimination, car en fait ça veut dire que ne pourraient être véritablement genevois que ceux qui auraient un rapport en quelque sorte génétique avec ces racines humanistes et spirituelles. Quelle horreur! Et d'ailleurs, dans la foulée, c'était quand même amusant quand nous parlions justement de ces acquis qui ont été lents à être obtenus, comme par exemple enfin les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, la liberté individuelle. Voilà qu'en commission, cette fois, et notamment avec la même personnalité, on a parlé des mariages forcés. Et comme je disais, vous êtes quand même d'accord que quiconque veut résider à Genève doit considérer que c'est absolument inadmissible de tolérer des mariages forcés. « Oh, m'a-t-il répondu, nous devrions être quand même plus indulgents. En Europe, il n'y a pas si longtemps, et chez nous aussi, il y avait bien des mariages forcés, il faut aussi comprendre les habitudes culturelles, il faut respecter, etc. » Eh bien, j'ai répondu non. Et au fond, c'est ça ma conclusion sur mon deuxième volet de réflexion, c'est qu'il y a une histoire, il y a une évolution, il y a des acquis qui ont petit à petit établi ce que j'appellerais un contrat social. Ceux qui veulent résider chez nous doivent accepter le contrat social. Oui à l'immigration quand elle est constructive, oui à l'immigration quand, sans renier son identité, on accepte les normes fondamentales et indispensables qui forment, qui nouent ce contrat social. Autrement dit, on ne peut pas faire une sorte de rétropédalage par soi-disant ouverture d'esprit, par soi-disant, je dirais, acceptation de la différence. Acceptation de la différence, oui, mais dans la conjonction qui permet de vivre ensemble. Ça, c'est ma deuxième réflexion. Ma troisième réflexion, naturellement, elle sera pour dire que nous nous trouvons, là, j'ai l'air d'être un peu théorique, parce que nous nous trouvons, comme on l'a vu tout à l'heure, devant un problème de migration d'une ampleur sans précédent. Alors en effet, M. Piller, vous avez cité ma conclusion. Je suis troublé, d'ailleurs, tout homme qui prétend être un peu intellectuel, ou tout homme ou toute femme qui prétend être un peu politique, doit être troublé. Ceux qui ont, au fond, des affirmations péremptoires et qui disent « yaka », etc., sont des gens qui sont plutôt dangereux, à mon avis. Nous sommes devant une véritable question et devant un véritable défi. C'est vraiment très difficile. Alors, je suis de ceux qui pensent que, naturellement, nous devons, en tant que Suisses, faire toute notre part de notre devoir humanitaire. Il est évident que, j'irai jusqu'à dire qu'il est évident que dans le partage, au fond, des accueils dans les pays européens, la Suisse, sans aucun doute, peut être amenée à faire davantage. Il est évident que les conditions dans lesquelles ces migrants émigrent de leur pays sont des conditions effroyables et que l'on ne peut pas ne pas être touché par cela. Mais quand on a dit cela, il faut quand même un petit peu raisonner aussi. N'est-ce pas? Il faut quand même, d'une part, accueillir, mais d'autre part, naturellement, distinguer, essayer de voir quels sont ceux qui probablement ne pourront pas avant longtemps rentrer chez eux et ceux qui peuvent être admis à titre provisoire, mais ont vocation de rentrer chez eux.
si par exemple, et la Suisse peut y concourir, je crois que notamment M. Burkhalter essaye de voir comment la Suisse peut y concourir, si enfin la Syrie pouvait revenir à un état de paix et à une possibilité de reconstruction, eh bien il faudrait qu'une bonne partie des Syriens puissent rentrer en Syrie. Alors je crois que là, il faut quand même faire attention, car voyez-vous, je connais aussi, j'ai entendu aussi des personnalités politiques dire « mais enfin, comment peut-on même s'émouvoir de cet afflux migratoire? Regardez le Liban, regardez la Jordanie, ils en ont une quantité énorme, ce que l'Europe même l'Allemagne, et puis ne parlons pas de la Suisse, accueille comme quantité, c'est vraiment rien, c'est dérisoire, c'est même scandaleux de commencer à avoir peur. » Je pense que les personnes qui disent cela ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Car en fait, il s'agit, avant justement que le problème de la quantité ne pose un problème, de poser des principes et des critères. Voyez-vous, en France, en effet, depuis les années, particulièrement les années Mitterrand, il y a eu, je dirais, un peu à tout va, une migration sans peut-être suffisamment de volonté, mais j'allais dire sans capacité suffisante d'intégration. Et franchement, quand on observe certaines banlieues françaises, on se demande si on n'aura pas des guerres civiles chroniques. Est-ce que c'est vraiment cela que nous voulons? Est-ce que c'est vraiment cela l'humanitaire, l'humanité? Est-ce que c'est vraiment cela l'intégration? Alors il y a beaucoup de raisons pour cette situation, il y a beaucoup de responsabilités et de culpabilité. On pourrait dire évidemment que les autorités par exemple en France, au cours des décennies, n'ont pas fait ce qu'il fallait dans l'instruction, dans la question sociale, mais à un moment donné, la quantité est là et c'est encore beaucoup plus difficile. Voilà pourquoi je pense qu'en ce qui concerne la migration, mais en concertation européenne, et ça sera mon dernier mot, parce que vous voyez que je vais me faire attaquer et par un côté et par l'autre, j'en suis persuadé, lors du débat, la migration doit être en effet une entreprise aussi, je dirais, d'ouverture, mais en effet de fermeté. Les gens qui ont vocation éventuellement à rester chez nous longtemps, à résider chez nous longtemps, à s'intégrer chez nous, ne peuvent le faire que s'ils acceptent l'essentiel de notre contrat social. Et puis, ça ne détruit pas du tout, ça ne remet pas en question leur identité, mais il y a des bases du contrat social qui sont tout simplement non négociables. Et en revanche, je pense que la Suisse ne peut faire face à ce défi toute seule et qu'il y a un véritable défi européen. Et la Suisse, qu'on le veuille ou non, est en Europe, elle participe à ce défi européen, elle doit participer à la recherche de solutions et ce n'est pas possible de croire que nous pourrons à long terme nous préserver nous tout seuls. C'est l'Europe qui réussira à trouver une solution à cette crise migratoire extrêmement grave et l'Europe, y compris la Suisse, où c'est l'Europe qui n'y arrivera pas avec tous les risques ensuite, à moyen terme et à long terme, de dilution au fond de nos sociétés. Et en effet, on ne sait pas très bien ce qui se passera à ce moment-là, comme très souvent dans nos pays, ceux qui devraient être les ferments et les supports de nos valeurs ont tendance un peu à la dilution. J'ouvre une parenthèse. Regardez par exemple, on n'ose plus véritablement enseigner dans les écoles publiques l'histoire suisse et l'instruction civique. L'histoire suisse, ça devient quelque chose d'assez filandreux. Pourquoi? Parce que ça pourrait aussi être une provocation et une discrimination que de trop insister sur l'histoire suisse et l'instruction civique. Tout ça, à long terme, peut être un ferment de dilution. C'est la raison pourquoi je crois que la Suisse, mais la Suisse en concertation avec l'Europe, doit être très ferme là-dessus, tout en prenant toute sa part de ce que j'appellerais le devoir humanitaire. Voilà au fond le message que je voulais vous dire. Ouverture, oui, mais lucidité également, oui. Le troisième éclairage de ce matin, Madame, Monsieur, sera celui du brigadier Jörg Noth, avocat,
officier de police. Jörg Noth a été hier le patron de la Kriminalpolizei Bern et aussi le commandant de la région de police de l'Oberland bernois. Depuis le 1er août 2003, il commande le corps des gardes frontières de Suisse. Gardes toujours au pluriel s'ils sont deux, frontières toujours au singulier parce qu'il n'y en a qu'une. Jörg Noth nous vient du canton de Soleure, de Burghesche, voilà, mais il est valaisan de cœur, pardon pour le jeu de mots, il chasse dans le Val d'Anniviers, il a des vignes du côté de Vendôme, et au début septembre, dans une interview à la Schweiz am Sonntag, le brigadier Noth disait ceci: « Nous sommes prêts en cas d'escalade. » Mon brigadier, nous vous écoutons volontiers avec vos préparatifs et vos actions avec le corps des gardes frontières. Mon brigadier. Mesdames, Messieurs, je suis vraiment dans un grand dilemme. Je suis né à Genève. Ma langue maternelle était américain. Et je suis fier d'être vraiment bernois oberlandais. Ok, mon lieu d'origine c'est Soleure, mais je suis vraiment un oberlandais. Avec une tête carrée et un montagnard. Je vous présente, et je vous prie de pardonner mon accent fort, oberlandais. Il ressemble à un VIP qui vient de Kandersteg. Je vous présente la situation migratoire en Suisse. Avant, je vous présente les hotspots concernant un cahier de tâches de corps de garde frontière à la frontière suisse, à l'espace frontière, ça veut dire les menaces comme la criminalité transfrontalière, la migration, c'est le thème, et surtout aussi la contrebande avec des organisations bien élevées. Ça, vous connaissez. On peut lire, on peut voir cette carte, ce plan de situation dans chaque journal, chaque jour, je pense. Pour le moment, on a aussi entendu ça ce matin, on est menacé par la route ouest, la route de Balkan. Ce n'était pas toujours comme ça. L'année passée, on a eu surtout une menace sur la mer Méditerranée et on a aussi une menace pas si grave pour le moment, tout à l'ouest de Maroc, de Mauritanie, de Algérie, qui menace la route de Gibraltar et les îles de Canaries. 600 illégaux ou fugitifs ou immigrants, je ne sais pas le mot précis, sont déjà arrivés en Allemagne. 400 000 sont en route. Et on pense, et c'est vrai, qu'un autre million attend dans les pays orientaux pour aussi traverser le Hellespont et arriver en Europe. Ce sont les hotspots de notre pays concernant la migration. Le hotspot traditionnel, en principe, c'est le Tessin, c'est surtout Chiasson. Jusqu'il y a quelques mois, juillet et juin, on a eu 700 illégaux chaque semaine, à Chiasso, à Mendrisiotto. Un hotspot permanent, c'est aussi l'axe de Saint-Plan, qui menace le Valais indirect, parce que la menace principale, ça ne touche pas la Suisse, ça veut traverser la Suisse, c'est les trains de Tello, les trains de Venise, Milan, qui traversent la Suisse jusqu'à Paris, mais nous sommes obligés de faire quelque chose, autrement je dois faire le refoulement
de Vallorbe ou de Pont-Trévin jusqu'à la frontière suisse, ça veut dire briques Tomanossola. Et si je garde les chiffres, hier, on a arrêté 30, avant-hier, 70 à briques. Et si je ne fais pas la contre-abrique, on cherche les illégaux à Vallorbe, aussi dans la même échelon, et il faut transporter ces clients à Tomanossola. Une chose qui nous touche gravement, c'est le Rheintal. Saint-Gall-Rheintal, c'est ici. C'est le poste de Saint-Margrethe, c'est la station de chemin de fer à Bourse. Ce n'était pas une grande menace jusqu'à juillet. Les chiffres se sont augmentés. Et maintenant, j'ai chaque jour 130, 140 illégaux à Bourse, Saint-Margrethe, et ça donne beaucoup de travail parce que la forteresse, ce n'était pas jamais une forteresse correcte, mais c'était meilleur avant. La forteresse Autriche est tombée, les Autrichiens ne maîtrisent pas la situation. Ça veut dire que quelques illégaux de l'Autriche arrivent maintenant au Rheintal. Et une nouvelle situation. Depuis 2 mois, je suis aussi menacé à l'aéroport de Genève. La même chose, c'est aussi à Zurich, mais ce n'est pas ma responsabilité. Et j'ai été obligé de prendre à l'arrière mon ALO à Athènes. Ça veut dire qu'on n'a pas une aide à Athènes aéroport. Et maintenant, des gens, Athènes, c'est dans un pays Schengen, arrive avec avion direct, sans contrôle à Athènes, à Zurich et Genève. Et il faut faire le travail maintenant à notre aéroport interne. Je veux améliorer la situation et je vous raconte après les détails. Je veux encore stationner un officier de liaison à l'aéroport à Athènes pour maîtriser ce problème. Et un problème qui est arrivé pendant les dernières 3 semaines, un problème très très grave, c'est ça. Maintenant, on a la situation que des asylants qui ont demandé asile en Allemagne, surtout les Afghans, ils arrivent chez nous parce qu'ils pensent que la situation chez nous est meilleure. Et jusqu'hier, j'ai été autorisé avec mes collègues en Allemagne de faire une réadmission très vite, et très courte et simplifiée. Et maintenant, quelqu'un à Berlin, ce matin à Berlin, quelqu'un a constaté que c'était le cas de Dublin. Ça veut dire qu'il faut faire maintenant un processus plus correct, ils disent. Pour moi, c'était correct. Et ça dure et ça donne beaucoup de travail pour nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire le refoulement très vite, pendant 2 heures, 3 heures. Maintenant, il faut la procédure de Dublin. Ça coûte aussi des ressources. Et le chiffre, c'est par semaine maintenant 150, 170. Jusqu'hier, j'étais autorisé de repousser presque tous. Et maintenant, ça colle chez nous. C'est la situation migratoire. Ce sont les chiffres en comparaison des dernières 2 années. Blanche de 2013, jaune 14 et 15, c'est le chiffre du Corps des gardes-frontières. L'année passée, on a eu un petit peu plus que 14 000 et maintenant on a déjà 20 000, c'est fin septembre. Et on arrivera, je suis sûr, à 25 000 fin année. C'est seulement le chiffre du Corps des gardes-frontières. Vous pouvez aussi regarder les top nationalités. Au sud, c'est Érythrée, c'est Gambia et Somalie. Et c'est la différence. À l'est, les Érythréens, ils connaissent très bien la Suisse. À l'autre côté, à l'ouest, c'est le Rheintal, le Syrien et Afghanistan, ils ne connaissent pas surtout la Suisse, mais on est devenu aussi maintenant connus. Les gens qui arrivent à Brique, c'est une autre chose, érythréen, égyptien. Ça, c'est les chiffres de séjours illégaux des dernières 2 années. On ne garde pas tout le monde, hein. On fait aussi des renvois. Mais c'est parfois très difficile de faire des réadmissions et des renvois comme j'ai raconté. Ça veut dire que cette année, on est en train d'arriver à 6 000, je suis sûr. C'est 2 000 plus que 2 000 plus que l'année passée.
Mais à la Suisse orientale, presque 90% ils veulent l'asile. Quelques veulent traverser la Suisse. Les gens qui veulent traverser la Suisse, ce n'est pas demander l'asile au renvoi en Autriche. La même chose au sud, c'est 15% peut-être qui ne veulent pas asile, qui veulent traverser la Suisse ou clairement des fugitifs avec des intérêts économiques. Mais à Brieg, personne ne veut asile. Ils veulent tout traverser la Suisse et je fais un refoulement correct et conséquemment, ça veut dire qu'on arrive cette année probablement à 6 000 de renvois, pas plus. Les passeurs. Les gens ont besoin des passeurs. Et ils profitent beaucoup. On peut lire ça dans les journaux. Et notre intention avec la police cantonale, c'est de faire la lutte contre ces passeurs. C'est important. On a eu beaucoup de succès l'année passée. On a créé des task forces, spécialement au Tessin, avec les procureurs, avec la police cantonale, avec des Allemands, officiers de liaison, police fédérale de l'Allemagne et nous, le corps de garde frontière. Après, les passeurs ont changé le modus operandi, ils sont intelligents, ça c'est clair. Et on a aussi adapté notre tactique. On utilise surtout aussi des instruments techniques, surveillance, caméras, smart cameras. La police peut faire des surveillances de téléphone. Et on arrive aussi un petit peu mieux. Et on a aussi beaucoup de succès maintenant à la Suisse orientale, au Rheintal, parce que les passeurs font les mêmes fautes que les autres ont fait il y a une année. Mais la lutte contre la passeur, c'est une chose principale, c'est une méthode, c'est un moyen efficace qu'on peut réduire le problème de migration. Réduire, pas seulement, pas résoudre. OK, comment on travaille? Très court. Premier filtre sur un dispositif à l'état tiers. Nous avons des Early Eisenhower. Deuxième filtre, dispositif Schengen, Frontex, c'est l'expression correcte. Le troisième filtre, c'est nos aéroports, c'est nos frontières extérieures. Et le quatrième filtre, c'est le travail de la frontière, la police à la frontière et à l'intérieur. Premier filtre, nous avons 3 agents très efficaces à Dubaï, Nairobi et Pristina. Je veux augmenter ces chiffres des autres pays qui sont secrets pour le moment. Et j'ai aussi eu un agent à Athènes qui était vraiment très efficace. Il souffre maintenant parce qu'il n'est plus là. C'est une chose politique avec les Grecs. Et vous voyez les chiffres. 3 agents, ils peuvent causer beaucoup de choses. 400 off-road, ça veut dire fort. On n'a pas pris sur les avions. Et ces agents n'ont pas de policiers frontières avec beaucoup de compétences, mais ils peuvent donner des conseils aux autorités de Suisse, de Lufthansa et des autres pays qui sont alliés avec nous, de dire non, ces gens, on ne prend pas, les documents sont faux, quelque chose avec le visa ne fonctionne pas. C'est très efficace, c'est vraiment un moyen très, très excellent. Frontex. On participe à Frontex pas avec beaucoup des agents, seulement avec des agents de qualité. Et vous avez vu que Frontex n'a pas maîtrisé la situation aux routes de Balkan. On était écrasés. Et ça veut dire que je me concentre avec une mission, c'est la mission de cette année, à la Grèce et en Italie. Je veux envoyer des spécialistes pour la dactyloscopie, pour l'enregistrement, pour la falsification. Et aussi, je me concentre avec mes agents aux aéroports internationaux comme Paris, comme Francfort, Madrid et Schiphol. Comme ça, on a aussi de bons résultats. À l'autre côté, à la côté oriental, route de Balkan, le Frontex est écrasé. Si on veut faire quelque chose, il faut faire mieux. Il faut envoyer des moyens corrects. Et ça c'est difficile. Il faut aussi avoir la volonté politique des pays qu'on défendre cette frontière extérieure. Ça c'est connu, c'est notre dispositif à l'aéroport. Et le corps de garde frontière a des avantages.
qu'on a aussi la douane, et comme ça, on peut faire un filtrage plus efficace que seulement la police. Ça, c'est le dispositif, la dernière ligne chez nous. Hein. Et je vous dis qu'on a un grand avantage dans le système de Schengen. Le système de Schengen ne fonctionne pas toujours, hein, on a vu ça, spécialement aux pays orientaux. Mais chez nous, on a l'avantage que nous ne sommes pas membres du comité de communauté européenne. Ça veut dire qu'on a, à côté d'une frontière géographique et politique, aussi une frontière de la douane. Et grâce à la double fonction des corps de frontière, ils sont policiers en frontière et aussi douaniers. On peut rester dans un dispositif à la frontière. On ne peut pas contrer la systématique, ça c'est clair. Mais notre qualité de contrôle est pour le moment plus haut que le dispositif des Allemands qui ont convoqué un contrôle systématique parce qu'ils n'ont pas de logistique, ils n'ont pas de postes, ils n'ont pas de moyens de ressources, rien. Et avec cet avantage, on peut être très efficace. On travaille à la frontière verte, sur le train, et on a un grand support, un grand soutenu par l'armée, spécialement par l'armée de l'air, par Luftwaffe. C'est notre dispositif. Maintenant, un petit peu pour l'avenir. Si vous vous souvenez des hotspots, je peux maîtriser à chaque hotspot 200 clients fugitifs illégaux par jour, avec mes moyens. Ça va. Ça, je peux maîtriser. Si la grande masse arrive, je ne sais pas, mais on ne sait jamais, j'ai besoin du soutien de la police. On a clairement discuté avec M. Kaiser, on a discuté avec le commandant, le président de la conférence de police, prêtre. Il faut faire une mission ICAPOL si les choses deviennent plus graves. Mais si une fois 5 000 arrivent par jour, il faut faire attention qu'on n'est pas écrasé. Et on réfléchit comment on peut maîtriser cette situation. J'espère pas qu'il faut, mais mon collègue à Vienne m'a dit, écoute, j'ai eu 7 000 devant ma porte, j'ai bloqué, et le deuxième jour, j'ai eu 14 000. Et on a des discussions avec l'armée pour un scénario comme ça. L'armée peut faire le transport pour moi. L'armée peut surveiller qu'à le pire, le terrain. Une chose, il faut clarifier ici, le processus, le contrôle à la frontière, police, douane, ça c'est toujours qu'à la frontière de la police. Jamais l'armée, mais l'armée peut donner un grand soutien à nous pour les autres choses, aussi qu'à le pire, surveillance du terrain, et aussi de la logistique. On est vraiment heureux d'avoir l'armée, et spécialement pour la lutte contre les passeurs. On est très efficace avec les drones, avec les hélicos, avec les FLIR. Merci. Le dernier éclairage de cette première partie de notre forum, Madame, Monsieur, sera celui de Urs Schwaller. Urs Schwaller qui m'a bien recommandé de faire une présentation de sa personne qui soit brève, très brève même. C'est la raison pour laquelle je vais lui demander de rester encore assis un moment, parce que sa famille est établie depuis le 19e siècle dans la région de Tavel, Tafers, en Saint-Gilles. Mais je ne vais pas remonter à ces origines-là pour vous raconter l'histoire de Urs Schwaller. Je vais simplement vous dire qu'il est docteur en droit, qu'il a été en 1991, après avoir été préfet de son district, élu au Conseil d'État du canton de Fribourg. Il s'occupera d'abord de l'agriculture,
de l'Intérieur, des institutions, avant de prendre les finances de l'État de Fribourg. Une carrière politique qu'il conduira ensuite au Conseil aux États depuis l'année 2003, Conseil aux États qu'il quitte à la fin de cette législature. Urs Schwaller a été également le président du groupe parlementaire PDC aux chambres fédérales. Une carrière politique, monsieur le conseiller aux États, où les fonctions se suivent comme ça, à grande vitesse, et où tout passe comme une lettre à la poste. Dans l'une de vos présentations à l'intérieur d'un site Internet, on peut lire sous votre plume, Urs Schwaller, « Pour moi, être suisse, c'est faire des efforts constants pour trouver des solutions. Pour moi, être suisse, c'est aussi fonder son action sur son propre savoir-faire et la confiance en soi, au lieu de vouloir faire peur et ériger des murs. Nous sommes très heureux de vous entendre, monsieur le conseiller aux États, d'entendre votre éclairage sur la problématique des migrants. Urs Schwaller. Mesdames et messieurs, madame et messieurs les conseillers d'État, chers collègues, merci de l'invitation. Monsieur Piller, il a omis de dire qu'on a fait du service militaire ensemble, mais ça fait un certain moment déjà. M'a demandé en 8 à 10 minutes de vous livrer quelques réflexions, voire quelques éléments qui nous ont conduits au Parlement à accepter la nouvelle loi concernant la restructuration du domaine de l'asile. Le Conseil des États a adopté au mois de juin 2015 par 35 voix contre 3 le projet de loi. Le Conseil national l'a aussi approuvé par 99 voix contre 53. Nous avons réglé les divergences au mois de septembre de cette année et la loi a été adoptée au vote final par le Conseil national avec 138 voix contre 55 et puis par le Conseil des États avec 35 voix contre 5. Il y a le délai référendaire qui court maintenant jusqu'au 14 avril 2016. En ce qui concerne les grandes lignes, ce que nous avons souhaité, ce que nous avons voulu améliorer, c'est premièrement accélérer les procédures. Pour moi, il était inadmissible depuis des années qu'une procédure d'asile dure en Suisse 1 année, 2 années, voire même 3 ans. Nous sommes d'avis que les procédures, finalement, d'asile qui ne demandent pas une clarification supplémentaire doivent être traitées dans un délai au grand maximum, finalement, de 100 jours. Et troisièmement, nous étions également convaincus qu'il faille créer des centres fédéraux nous permettant de réunir en un seul lieu les requérants d'asile, mais aussi les personnes qui traitent ces demandes. Et je vais maintenant, dans les quelques minutes qui suivent, vite parcourir là quelques slides. Moi, j'ai vu que le brigadier Noth a aussi déjà fait allusion, en tout cas au premier slide. Je demandais ces slides-là ces derniers jours au secrétariat d'État pour l'immigration. Förrlibuckstrasse à Zurich, c'est effectivement le centre fédéral que nous avons, ou bien qui est déjà fonctionnel, qui est déjà en place à Zurich. Je souhaite aborder brièvement ces 4 points. Je commence immédiatement avec la situation migratoire. Je ne vais pas beaucoup plus ajouter. À mon avis, nous avons eu avant tout de la chance que finalement ce trajet, que ce chemin, que ces voies finalement-là de ces requérants d'asile ont été encore, en tout cas pour le moment, à l'est de la Suisse. Si je prends après les chiffres, j'ai demandé ici les chiffres qui étaient disponibles jusqu'à fin août 2015. Principaux pays d'accueil en Europe, il y avait quand même l'Allemagne avec 200 000 personnes, l'Hongrie, il faut aussi avoir une certaine compréhension, 150 000, la Suède, 73 000, après vous avez la France, l'Autriche, l'Italie, avec entre 40 et puis 50 000, et puis la Suisse avec 24 000. Si je prends
l'évolution des demandes d'asile en Europe en 2015, vous constatez qu'il y a effectivement un pic. On dépasse maintenant le million, déjà en 2015. Si je prends l'évolution des demandes d'asile en Suisse, depuis 1991 jusqu'en 2015, vous constatez que si vous prenez 2015, on était à 24 000. Je vais immédiatement vous montrer finalement le nombre des demandes qui ont été déposées depuis le début de l'année, puis vous constatez maintenant au mois de septembre, on était à 4 500 demandes, et je pars de l'idée, d'ailleurs aussi le secrétariat d'État, qu'on arrivera à la fin de l'année, non pas à 24 000, mais à 32 jusqu'à 34 000, c'est-à-dire on dépassera donc presque 10 000 francs les prévisions. D'où, finalement, proviennent ces requérants d'asile, hommes, femmes, enfants, l'Érythrée, Syrie, l'Afghanistan et, je vous laisse après prendre vraiment connaissance là, des autres pays. On va certainement y revenir lors de la discussion. J'avais fait quelques propositions, notamment en ce qui concerne l'Érythrée, mais on aura l'occasion d'y revenir, et puis notamment la Syrie. En fait, quels étaient ces derniers mois des décisions qui ont été prises au niveau de la Confédération? On avait introduit, respectivement, si je dis on, la Suisse avait introduit des procédures en 48 heures pour les requérants d'asile provenant des Balkans occidentaux et de la Géorgie. Depuis 2012 et puis 2013, il fallait absolument introduire ces procédures-là où l'issue était claire. Des procédures accélérées, ou bien, étant donné que tout le monde parle en anglais, des fast-track pour les requérants d'asile provenant de l'Afrique du Nord, de la Gambie, du Nigeria et du Sénégal, également depuis 2013. Après, il y a les procédures Dublin, lancées là pour chaque cas supposé relevé de Dublin, appliquées avec rigueur et rapidité. On va certainement aussi revenir. Moi, je suis convaincu que nous ne pouvons pas nous permettre, comme les propositions ont été faites, de dénoncer Dublin, parce qu'à ce moment-là, on n'aurait plus la possibilité aussi de collaborer avec les autres pays. Et j'aborde encore le dernier point. Au niveau de la Confédération, le secrétariat d'État pour la migration avait commencé à faire effectivement des cas qui pouvaient être traités en priorité, qui ont été immédiatement, où une décision a été rendue, et pour les cas qui demandaient davantage aussi du travail, on les a mis en deuxième priorité. L'impact des procédures en 48 heures, à mon avis, ça a eu un impact. C'est aussi une question finalement pour diminuer l'attractivité. Si les gens savent, si je n'ai aucune chance d'être reconnu comme réfugié en Suisse, si ma demande est traitée en quelques jours, voire en quelques semaines, ça diminue immédiatement aussi l'attractivité. Quels sont les objectifs de cette réforme de la loi? Comme je vous ai dit, nous voulons accélérer les procédures. Nous ne voulons plus ces procédures qui durent 2 ans, voire 3 ans. Mais il faut que ces procédures puissent être menées conformément aussi au principe de l'état de droit. Je n'ai aucune compréhension si on me dit pendant une année, on ne traite plus les demandes. Ou bien si on dit, on refuse aussi finalement d'accorder les possibilités pour que les gens, le cas échéant, puissent aussi faire valoir leurs droits. Nous voulons, je l'ai dit là au 3e point, réduire quand même l'attractivité aussi de la Suisse. Si vous savez, si j'arrive en Suisse pendant 2 ou bien 3 ans, plus rien ne se passera, à mon avis, ce n'est pas, disons, la voie qu'il faut suivre. Renforcer durablement la crédibilité du domaine de l'asile, pour moi, il faut absolument qu'une fois la décision prise, la décision rendue, il faut que cette décision soit également exécutée. Et c'est un problème qui me préoccupe depuis fort longtemps. En quittant maintenant le Conseil des États, la télévision alémanique avait trouvé un extrait qu'ils ont tourné il y a 30 ans, parce que j'ai commencé comme chef de service du département de la police à Fribourg. J'ai travaillé 2 ans. Et en fait, c'était la première vague de requérants d'asile qui est arrivée en Suisse. J'ai un avocat qui m'avait dit « Vous devez vous occuper finalement de ces questions-là, parce que ça avait l'avantage, une fois
si j'avais rendu une décision, il y avait toujours encore le conseiller d'État qui pouvait prendre après une décision aussi politique, voire corriger finalement une décision que j'avais prise en ce qui concerne notamment les renvois. Et ce qui est étonnant, moi je suis intervenu à ce moment-là, puis c'est l'extrait qui a été trouvé par la télévision à l'Amérique, je me suis plaint qu'il y aurait beaucoup trop de requérants d'asile dans le canton de Fribourg et que les autres cantons n'étaient pas d'accord d'accepter les requérants d'asile qui venaient notamment de l'Afrique, qui arrivaient à Fribourg. En fait, les mêmes discussions que nous menons maintenant avec les autres pays, on les a menées il y a 30 ans entre les cantons. L'asile, une tâche commune, tâche de la Confédération, tâche des cantons, tâche des communes, par de l'idée que les conseillers d'État avaient fait allusion, ou bien vont faire encore allusion. Ce qui est important, la Confédération doit s'occuper de l'accueil, de la procédure, des décisions et surtout aussi du soutien à l'exécution des renvois. Pour les cantons, l'hébergement, l'exécution des renvois, tâche extrêmement difficile, notamment pour la police, comme je vous ai dit, je connais ça depuis de nombreuses années, et tâche de commune, hébergement, encadrement et intégration. Je vais encore revenir là aux communes. Restructuration, je serai très bref. La loi, d'après ce que je sais, d'après ce qu'on nous a dit, il y a quand même eu un processus participatif avec les cantons. Il y a eu énormément de discussions pour trouver aussi une plateforme et puis un terrain d'entente avec les cantons. Qu'est-ce qu'on veut avec la nouvelle loi? Il y a une phase, disons, préparatoire qui dure 10 à 21 jours. 40% de demandes devraient être réglées d'après la procédure Dublin, c'est-à-dire renvoyer les requérants d'asile dans les pays d'où ils proviennent. Pour les 60%, là, il y a une procédure qui prend un tout petit peu plus de temps, mais on souhaite la régler entre 8 et 10 jours. On pense après qu'il y a une possibilité, à nouveau avec des procédures accélérées, de régler encore une fois 20%. Et en fait, une procédure qui prendrait plus de temps ne concernerait, d'après aussi cette idée, que 40%. D'ailleurs, j'ai constaté ce matin que l'Allemagne avait décidé plus ou moins les mêmes mesures pour accélérer maintenant les procédures. Aucun pays, finalement, de l'Europe ne pourra freiner l'afflux. Aucun pays ne pourra freiner, finalement, ou bien faire le nécessaire pour que les gens ne viennent pas. Et puis, si vous regardez BBC ou bien CNN, moi, je suis chaque fois frappé quand je vois là, les gens, finalement, sur les autoroutes, on ne pourra pas les stopper. Alors, la seule chose que nous pouvons faire après, c'est au moins accélérer nos procédures. Calendrier, ça je vous ai dit, je voulais m'informer ce matin, mais on pourra certainement me répondre, le référendum, où nous en sommes. Je parle de l'idée que s'il y a un référendum, est-ce qu'il a été lancé? Il a été lancé, j'espère qu'on puisse, après le référendum aboutira, je n'ai pas de doute qu'on puisse voter après, déjà au mois de juin de l'année prochaine. Restructuration, les centres de la Confédération, je suis convaincu de ces centres de la Confédération, parce qu'il est possible, après, de réunir en un seul endroit le dépôt, finalement, de la demande, il y a la phase préparatoire, tous les acteurs, traducteurs, les personnes qui interrogent les gens, les spécialistes sont dans un seul endroit. Capacité d'hébergement, 350 à 650 places. Une fois la décision prise, il faut aussi assurer le départ. Il y aurait ces centres de départ, préparation de départ, cas Dublin, requérant débouté. Là, il faudra des centres de 250 à 500 places et des centres spécifiques. J'ai soutenu aussi au Conseil des États, je suis intervenu, on m'a assez critiqué à mon avis, si quelqu'un a besoin finalement de protection, qu'il vienne en Suisse, qu'on traite sa demande. Mais il faut qu'il respecte évidemment notre ordre juridique. Il faut qu'il se plie aussi à nos règles. Il faut qu'il accepte aussi finalement les règles qui sont fixées dans ces centres d'hébergement. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il faut après créer aussi des centres spécifiques pour les requérants d'asile dits récalcitrants. En fait, on viserait 2 centres comptant chacun 60 places. Les cantons avec la Confédération ont
en fait décidé de faire 6 régions avec en Suisse romande 1280 places, à Berne 620 places. Berne vient de décider il y a quelques jours, c'est l'hôpital Ziegler qui sera affecté effectivement à l'hébergement maintenant des requérants d'asile. Je demandais aussi quel site, la situation actuelle de ces sites. Je prends uniquement la Suisse romande, 1280. Il y a ce centre de la Confédération en Chevry, c'est-à-dire canton de Fribourg, dans mon district, environ 300 places, qui a fait couler beaucoup d'encre. À mon avis, ce qui n'a pas joué, ce qui n'a pas fonctionné, c'est on ne peut pas discuter pendant des semaines d'un tel centre sans que les autorités communales soient impliquées. Et à mon avis, ça ne va pas que le canton discute, ou bien qu'un privé discute avec la Confédération. Et nous avons maintenant renforcé la loi. Il y a une obligation, dès le début, aussi finalement, de mettre directement la commune autour de la table. Pour moi, c'est primordial, c'est ce qui n'a pas, en tout cas, fonctionné, même si c'est en train de se calmer là à Chevry. Avant-dernière slide, vous avez ici, sous une autre forme encore, les nouvelles procédures, comment, d'après la loi, elles devraient se dérouler. Vous voyez avec cette phase préparatoire de 21 jours, où effectivement on les enregistrait, il y a l'examen des documents, il y a des examens médicaux, enquête de l'ambassade, il y a l'enregistrement des données personnelles. C'est primordial qu'on sache effectivement qui est dans notre pays. C'est aussi une question de sécurité. Il y aura après une phase cadencée 8 à 10 jours, audition, tri, ce que je vous ai montré avec ces procédures plus ou moins accélérées, décision, la phase d'exécution. Si la décision est négative, aussi le départ, et vous avez encore le canton. Bilan provisoire, dernier slide, je pense, avec tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent, avec cette volonté d'accélérer les procédures, avec cette volonté de travailler dans un centre fédéral, notamment à Zurich. J'étais à 2 reprises là à Zurich. Je pense qu'on peut dire que l'idée, la structure a fait ses preuves. Les procédures accélérées peuvent être menées de manière rapide, équitable, mais il faut aussi qu'il y ait une protection juridique. Nous prévoyons d'accorder une protection juridique dite gratuite. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que nous sommes convaincus, si vous avez des procédures qui doivent se dérouler en 10 jours ou bien 20 jours, il faut en même temps aussi dire aux gens, finalement, s'il y a effectivement une chance, finalement, s'ils font recours, nous souhaitons en même temps aussi, et puis ça fonctionne, donner des conseils en ce qui concerne le retour dans les pays. Le taux de recours était bas. Moi, j'ai lu un article là, du président du tribunal administratif qui avait dit le nombre de recours a augmenté. Mais évidemment, parce qu'on traite davantage aussi des demandes, il y a davantage à ce moment-là aussi de recours. Et puis, à mon avis, c'est tout à fait jouable. Et puis, l'hébergement dans un site ouvert fonctionne d'après ce qu'on a constaté, je parle maintenant de Zurich, bien, notamment grâce aussi au programme d'occupation. Voilà, comme idée de manœuvre de ce projet de loi. Merci de m'avoir écouté, puis on aura certainement l'occasion après de revenir sur l'un ou l'autre point dans le débat. Merci bien. Urs Schwaller vient de parler d'un camarade militaire. Alors si déjà on évoque les campagnes, qu'il soit dit, et très officiellement, qu'en 1991, c'est-à-dire dans l'autre millénaire, il y avait une campagne au Conseil d'État, il y avait d'excellents candidats, et c'est le meilleur qui a été élu. Nous faisons, Madame, Monsieur, après ces 4 éclairages, une pause. Vous pouvez sortir à l'arrière de la salle, fumer une cigarette à l'extérieur du collège. Nous reprenons ici, dans cette salle, pour le podium, à 11h30. Merci beaucoup.